Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2024, le magazine Elle révélait des accusations de viol et d'agression sexuelle visant le psychanalyste le plus célèbre du petit écran, Gérard Miller. À 76 ans, cet ancien chroniqueur star des émissions de Laurent Ruquier notamment, est accusé d'avoir profité de son aura pour faire venir chez lui des dizaines de jeunes femmes, parfois mineures, et les agresser pendant ce qu'il présentait comme des exercices d'hypnose. 10 d'entre elles ont porté plainte à ce jour, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et Gérard Miller est présumé innocent. Dans cet épisode, nos deux invités sont celles qui ont révélé toute cette affaire, Alice Augustin et Cécile Olivier. Grands reporters au magazine Elle, elles ont poursuivi leur enquête pendant des mois, recueilli plus de 80 témoignages et font de nouvelles révélations dans un livre publié le 10 avril chez Robert Laffont, Anatomie d'une prédation. Elles retracent cette affaire avec nous au micro de Code Source. Merci à toutes les deux, Alice Augustin et Cécile Olivier, d'avoir accepté de nous raconter à ce micro comment vous avez mené cette longue enquête extrêmement fouillée et minutieuse. Pour commencer, Cécile Olivier, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Gérard Miller, son parcours et comment il s'est fait connaître ? Alors Gérard Miller, c'est un psychanalyste qui est un nom aussi dans le monde de la psychanalyse puisque son frère est le gendre de Lacan, qui est une sorte d'icône dans le monde de la psychanalyse. Donc déjà, il a une aura. Il était prof à la faculté de Paris 8 et il s'est surtout fait connaître en tant que chroniqueur de télévision dans des émissions qui étaient extrêmement populaires dans les années 90-2000, c'est-à-dire les émissions de Laurent Ruquier notamment. On a tout essayé sur France 2. Laurent Ruquier, par exemple, on part souvent en vacances les uns avec les autres. Je crois que je peux le dire parce que on connaît Sophie Forte, qui est une chanteuse brillante, comédienne brillante, et Sophie, je l'avais notamment hypnotisée devant Laurent et devant tous les copains qui étaient là ce jour-là. Vous avez fait quoi après ? Non, c'est en tout bien, tout honneur, ne craignez rien. Gérard Miller est aussi un homme engagé à gauche depuis des décennies. Ces dernières années, il a été un compagnon de route de la France insoumise sans jamais adhérer au mouvement. Et pendant un temps aussi, il a été proche de Jean-Luc Mélenchon. L'élément déclencheur de toute cette enquête, Alice Augustin, c'est un coup de téléphone. Une femme qui vous appelle en décembre 2023. Elle veut vous parler de Gérard Miller parce qu'elle vient de voir un extrait d'un de ses documentaires qui date de 2012 et qui l'a mise en colère. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors, elle nous appelle parce qu'elle est très en colère. Elle vient de visionner un extrait d'un documentaire qui circule en boucle sur les réseaux sociaux. C'est dans le sillage de l'affaire Jacot et Judith Godrèche. Donc Benoît Jacot, c'est un réalisateur que Judith Godrèche accuse de violences sexuelles. Et donc dans ce documentaire, c'est Benoît Jacot est interviewé par Gérard Miller sur notamment les jeunes actrices mineures avec qui il a couché dans le cadre de ses films. Et donc ces deux hommes discutent avec une certaine gourmandise de ça. En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous ? Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit en principe, je crois. Faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Et en fait, quand elle voit ce documentaire, ça la met hors d'elle parce que, comme elle me le raconte, elle a eu affaire à Gérard Miller quand elle avait 18 ans, donc toute jeune. Et là, elle raconte qu'il lui a proposé une séance d'hypnose qu'elle a refusée à l'époque, mais elle trouvait ça déjà assez malaisant. Et surtout, elle raconte qu'elle connaît d'autres femmes à qui c'est arrivé et qui, elles, sont allées à cette séance d'hypnose et en seraient revenues avec des choses vraiment dures à raconter. Et donc autour d'elle, elle en connaît deux. Donc elle dit voilà, ça fait déjà 3. Donc ça nous intrigue et on se dit qu'il faut peut-être tirer des fils. Vous vous mettez donc à enquêter et une femme accepte de témoigner à visage découvert. Il s'agit de la journaliste et metteuse en scène Muriel Cousin. Elle dénonce des faits d'agression sexuelle de la part de Gérard Miller quand elle avait 25 ans. Qu'est-ce qu'elle vous dit en résumé ? Alors Muriel Cousin nous reçoit chez elle.
elle nous raconte qu'elle a rencontré Gérard Miller alors qu'elle était jeune journaliste, travaillait dans le même journal, à Globe, et elle fait un sujet sur l'hypnose. Et dans le cadre de ce sujet, Gérard Miller lui propose de venir tester une séance avec lui. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve, comme elle le dit, allongée, dans une situation de grande vulnérabilité, voire même dans une sorte de petit coma, de brouillard, et elle sent les mains de Gérard Miller, d'après son récit, sur sa poitrine. Et donc ça, elle nous le raconte 20 ans après, mais c'est encore très frais dans sa tête, et surtout elle en a parlé beaucoup autour d'elle. Cécile Olivier, plusieurs témoins vous racontent aussi le comportement de Gérard Miller sur le tournage du film Terminal en 1998, pour lequel il a participé à l'écriture du scénario. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors Terminal, déjà, ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui a une relation avec son prof quinquagénaire. Donc rien que le sujet du film nous interpelle, et il y a une bande de très jeunes acteurs, actrices surtout, beaucoup, qui ont 18-20 ans. Et il y a notamment Anna Mouglalis, qui avait 19 ans à l'époque, qui nous raconte que au cours du tournage, Gérard Miller l'invite à son domicile, et que tout de suite elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle a un instinct qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit est-ce que tu veux que je t'hypnotise parce que je pratique l'hypnose? Et directement elle refuse, elle dit non je suis pas là pour ça. Et Gérard Miller se tend et lui dit puisque c'est comme ça, je vais retirer tes répliques et les donner à une autre actrice. Il y a une autre actrice très jeune également qui raconte que elle a été invitée chez lui pour, comme Anna Mouglalis, soi-disant parler du texte, et puis que elle se retrouve sur ses genoux, qu'il lui propose de l'hypnose. Et donc on se rend compte qu'il aurait fait ça à plusieurs actrices, et l'une d'elles d'ailleurs dénonce dans un premier temps une agression sexuelle, mais elle retire après son témoignage parce qu'elle a peur, mais en tout cas on se rend compte qu'il y a eu plusieurs propositions et au moins une agression sexuelle. Sur la base de ces premiers témoignages, vous décidez de publier un premier article dans le magazine Elle, le 31 janvier 2024, et à la suite de la parution, vous êtes contacté par une femme que vous appelez Aude dans votre enquête pour préserver son identité. Elle dénonce un viol en 2001 au domicile de Gérard Miller quand elle a 17 ans, et elle délivre un récit vraiment très détaillé de sa rencontre avec le psychanalyste. Après la publication, en fait, on a reçu une quarantaine de témoignages. On n'avait jamais vu ça, mais Aude est effectivement l'une des premières à nous appeler, et elle raconte en fait qu'à l'époque, donc, elle était au lycée et que elle écrit avec une copine à Gérard Miller sur des feuilles de cahier pour solliciter une interview pour le journal du lycée. Et à sa grande surprise, Gérard Miller va l'appeler le jour de ses 17 ans en disant je suis Gérard Miller, j'ai bien reçu votre courrier, si vous voulez, vous avez qu'à passer dimanche. Et donc elle va y aller une première fois avec sa copine et un copain, ce jour-là il se passe rien de particulier, elle y retourne une deuxième fois avec seulement sa copine où il propose de l'hypnose, mais la copine elle dit non direct, et puis elle va y retourner une troisième fois, où d'ailleurs il va l'inviter à un brunch avec Laurent Ruquier, où elle a 17 ans, elle vient des Yvelines, elle est un petit peu émerveillée parce qu'il parle de l'émission, de gens connus qu'elle voit tous les jours à la télé, et puis après elle va chez lui, et alors là c'est très étrange, elle parle d'un trou noir, c'est-à-dire que elle dit qu'elle boit une boisson, et puis elle se retrouve, elle sait pas trop comment l'expliquer, sur un lit avec lui, et elle dit avoir été contrainte à faire une fellation, ce qui, au regard de la loi, peut être considéré comme un viol. Alors il y a ce témoignage, mais après Aude, et à mesure que vous publiez de nouveaux témoignages dans Elle, il y a, vous l'avez dit, de nouvelles femmes qui vous contactent, et tous les témoignages, Alice Augustin, que vous recueillez, présentent des similitudes, à commencer par la manière dont elles décrivent la maison de Gérard Miller, cet hôtel particulier dans le 11e arrondissement de Paris. Alors effectivement, donc on se rend compte en fait de la similarité des témoignages, mais parfois c'est au mot près, sachant, je le précise, qu'aucune de ces femmes ne se connaît, que certaines habitent aux quatre coins de la France, et qu'elles pensent être les seules
victimes. Au fur et à mesure qu'on reçoit ces témoignages, des mots comme ça, effectivement, pièces japonaises, ambiance zen, home cinéma, avec le gravier dans la cour, le grand portail qu'on pousse, les chats, les animaux, donc voilà. Et donc elles ont quand même une bonne vision des lieux, elles ont un bon souvenir des lieux, parce qu'en fait ce lieu est tellement waouh aussi pour ces jeunes filles-là, parce que c'est un très bel immeuble derrière une porte cochère, elles en gardent vraiment un souvenir prégnant. Et puis tout le monde n'avait pas un home cinéma à l'époque aussi, voilà, c'est aussi des attributs de la richesse et de son pouvoir qu'il étale à ce moment-là. À entendre la somme de ces témoignages, il y aurait comme un mode opératoire. Qu'est-ce qu'il se passe généralement pour ces victimes présumées lorsqu'elles arrivent chez Gérard Miller? Il est toujours très avenant, très aimable d'après le récit, et assez vite dans la discussion arrive l'idée de faire une séance de relaxation. Il emploie pas toujours le mot hypnose, ou alors un exercice psychologique qu'il fait avec ses étudiants, et souvent il les titille un peu en leur disant viens, on va vérifier si toi tu es réceptive. Donc il leur fait le test du bras qui est bloqué, ou il les pousse pour vérifier si elles ont confiance en lui et si elles se laissent faire. Et puis vient le moment où elle raconte qu'il leur suggère de s'allonger. Et c'est vrai que c'est frappant parce que c'est souvent les mêmes paroles. Il faut imaginer un cheval, il faut imaginer un coffre-fort au fond de la mer, il faut s'imaginer nu sur le sable chaud, soi-disant pour se relaxer. Et à partir de ce moment-là, quand elles sont en grande vulnérabilité, c'est là que, selon leur récit, apparaîtraient les attouchements, c'est-à-dire sur leur corps, leur poitrine. Souvent, il leur aurait demandé de dégrafer leur soutien-gorge pour se mettre plus à l'aise, ou de déboutonner un bouton du pantalon pour être plus à l'aise. Et c'est la pente glissante, voilà, vers les agressions présumées. Certaines arrivent à se lever et à partir, mais c'est pas le cas de toutes. Effectivement, c'est très variable en fonction de leur expérience, de leur état d'esprit, voilà. On sait que c'est très compliqué de se défendre, même s'il n'y a pas de violence. Elles sont sidérées, disent-elles, donc ça explique le fait que certaines soient restées complètement paralysées, mais une grande partie d'entre elles ont réussi à partir, à dire stop, à se relever brutalement, à trouver un prétexte, mon petit copain m'attend, ou je dois partir pour prendre la poudre d'escampette. Et puis effectivement, certaines, une trentaine en tout, disent ne pas avoir pu partir parce que incapable de dire non, tétanisé, sidéré, dans un état comateux, disent-elles. Enfin voilà, c'est assez varié. Vous relayez quelques récits troublants. Certaines racontent que les enfants de Gérard Miller étaient présents dans la maison au moment des agressions présumées. Certaines se sont rendues à deux chez lui, entre amis. Cécile Olivier, ces femmes qui vous parlent, elles avaient quel âge au moment des faits qu'elles dénoncent? Les plus de 80 témoins qu'on a interrogés, les âges, ça va de 14 à 23 ans, mais en grande majorité, elles avaient quand même souvent autour de 19 ans, mais certaines étaient mineures au moment des faits présumés, notamment Aude qui a déposé plainte pour viol, et Audrey également qui a déposé plainte pour viol alors qu'elle avait 15 ans. D'après les témoignages que vous avez recueillis, comment se comporte Gérard Miller après les faits de viol ou d'agression sexuelle présumée? Bien souvent, il commande un taxi, ou il va les rappeler pour les inviter à un déjeuner ou à des spectacles, donc c'est vraiment toujours très courtois, et ça a contribué quelque part à les rien dénoncé au cours des années, parce qu'elles se disent finalement mais je suis allé de mon plein gré chez cet homme et il a été courtois, il m'a pas frappé, il m'a pas menacé, et donc elles en ont ressenti quelque part une culpabilité et une honte qui a duré des années jusqu'à la publication de notre article. Des dizaines de femmes qui ont témoigné disent qu'elles ont été approchées par Gérard Miller, donc dans le public des émissions télé ou radio à laquelle elles participaient, elles assistaient à une époque où la télé surtout était très puissante, très regardée. Effectivement, une grande majorité de nos témoignages sont racontés par des femmes qui ont été abordées en marge de ces émissions alors qu'elles étaient dans le public, au premier rang, bien souvent placées là parce que très jolie, très jeune. On sait que c'était aussi comme ça qu'on aimait bien avoir le public en fond, derrière les chroniqueurs. Et c'est vrai qu'en interviewant des dizaines et des dizaines de personnes qui ont gravité dans cet univers des émissions télé dans lesquelles Gérard Miller était chroniqueur, on a pu rassembler un faisceau de témoignages qui décrivent un manège, comme il l'appelle, c'est-à-dire que selon ses récits, Gérard Miller allait voir les jeunes femmes au premier rang du public, discuter avec elles, puis repartait, selon un témoignage, avec plein de petits papiers dans la main, qui étaient des numéros de téléphone, a priori, ou alors les emmener en fin d'émission dans ses loges pour leur présenter telle ou telle star présente sur le plateau.
Et donc il avait déjà une certaine réputation à cette époque-là sur le plateau d'On a tout essayé, notamment l'émission de France 2. Oui, puisque les témoins nous racontent notamment que c'était un sujet de plaisanterie avec les autres chroniqueurs. On nous raconte par exemple que Bruno Mazur, qui passe à côté de lui en train de parler à des jeunes filles, il dit « Ah, Gérard, t'as encore ramené tes petites cousines ». Ou alors Christine Bravo qui interpelle une jeune fille avec qui il est en train de parler, qui dit « Attention, il aime bien les jeunes femmes ». Donc on voit que c'était un sujet de blague entre eux. Il y avait les techniciens également, vous savez, ces gens qui vous installent un micro cravate et qui après vous entendent parler parce que eux ils sont en régie dans le public, qui se rappellent bien des conversations avec les jeunes filles, et eux étaient un petit peu suspicieux parce que eux clairement ils parlaient d'un manège et c'était pas sous forme de blague, c'est-à-dire que ils sentaient bien qu'il y avait un comportement problématique, notamment qu'on a parmi nos témoins une technicienne qui était mineure au moment des faits et qui racontait que tous les jours Gérard Miller serait venu justement dans la régie pour essayer de l'inviter, etc., et que ça la mettait extrêmement mal à l'aise. L'une des victimes présumées qui témoigne dans votre enquête, Muriel Sachs, n'est autre que la fille d'un ami de Gérard Miller, Alain Sachs, chroniqueur dans On a tout essayé au début des années 2000. Que raconte Muriel Sachs, sa fille ? Alors elle raconte qu'elle avait l'habitude d'accompagner son père dans les émissions, à la radio, sur les plateaux télé, notamment le mercredi après-midi. Elle était lycéenne à l'époque et elle aimait bien accompagner son père. Et à chaque fois, donc, Gérard Miller est présent. Et un jour, elle lui dit « Ah mais papa, j'aimerais bien venir la semaine prochaine, ça m'intéresse, il y a tel invité ?» Et son père lui dit « Ben non, je suis désolé, la semaine prochaine, moi je suis sur autre chose, je peux pas venir. » Et Gérard Miller, qui entend la conversation, dit « Ah, mais moi je peux m'en occuper de ta fille, je peux l'accompagner à l'émission, je passe la chercher, pas de problème. » Et Muriel Sachs, pendant la semaine, elle est quand même un petit peu mal à l'aise. Elle dit à son père « Mais qu'est-ce qu'il me veut, ton ami? Pourquoi il veut m'accompagner ?» Et son père lui dit « Mais il s'intéresse à la jeunesse, c'est un pote, Gérard, il y a aucun souci. » Et donc, il l'accompagne à cette émission, il participe d'ailleurs à l'émission, et donc Muriel Sachs est dans le public, et puis il lui dit après « Bah Muriel, je vais t'amener prendre un goûter. » Il l'accompagne en scooter chez lui et elle explique donc qu'il lui propose une séance d'hypnose. Elle se dit pourquoi pas, et puis que petit à petit il commence à lui dire déshabille-toi, mets-toi à l'aise, et que elle subit des attouchements, qu'elle est un petit peu dans le coltard comme on dit, et puis qu'elle se retourne et que Gérard Miller s'est mis torse nu, qu'il a déboutonné son pantalon, et là elle a le réflexe de dire mais si mon père voyait ça. Et elle raconte qu'elle le voit blêmir et que elle reprend ses esprits et elle dévale les escaliers, elle va dehors, selon son récit évidemment. Et pendant des années, elle n'en parle à personne, jusqu'à il y a 3 ans, donc 3 ans avant que sorte notre enquête, elle en parle à son père, qui lui dit « Est-ce que tu veux que j'aille lui parler ?» Et elle dit « Non, non, surtout pas, on garde ça entre nous », mais elle en a parlé à plusieurs personnes au cours des années. Et son père, Alain Sachs, atteste auprès de vous que sa fille lui en a bien parlé il y a 3 ans. Comment réagissent Laurent Ruquier, les anciens chroniqueurs de la bande dont on a tout essayé, à la lumière de vos révélations ? Alors Laurent Ruquier, on lui a fait plusieurs propositions d'interview, il nous a jamais répondu et il explique que il ne veut pas alimenter la polémique, qu'il a du respect quand même pour les victimes présumées, mais que il ne souhaite pas s'exprimer et qu'il le fera éventuellement devant la justice. On a interrogé pour notre enquête également les chroniqueurs télé qui étaient avec lui en plateau, et la plupart nous disent qu'ils ont rien vu, y compris Isabelle Alonso qui était une des premières féministes et qui nous dit qu'elle était particulièrement attentive à ce genre de choses, et même que quand il y avait des réflexions machistes en plateau, Gérard Miller avait tendance plutôt à la soutenir en disant « Mais écoutez, Isabelle a parfaitement raison ». Alice Augustin, il y a donc ces filles qu'il abordait sur les plateaux télé, mais il les aurait aussi abordées sur les rangs de la faculté où il enseignait, les rangs de Paris 8. Donc Gérard Miller, il était prof de psychanalyse à Paris 8 et il était également chef du département de psychanalyse. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près une dizaine d'étudiantes qui nous racontent des agressions présumées avec ce professeur. Quand on y pense, c'est vrai que l'ascendant qu'un prof peut avoir sur ses étudiantes est très important, et surtout un prof aussi connu que lui. Alice Augustin, il y a donc les plateaux télé, la faculté, et il s'en serait pris aussi à des filles de son entourage.
Il y a aussi la professeure de piano de ses enfants, qui était aussi une amie de sa nièce, et également une copine de la sœur d'Anaïs Feuillette, donc la compagne de Gérard Miller. Toutes les deux, elles reviennent de vacances de Bretagne. Elles sont hébergées un soir dans ce fameux hôtel particulier, et la copine, donc, rapporte une agression sexuelle présumée. Alice Augustin, dans le livre, vous écrivez qu'à mesure que vous récoltez ces témoignages, toutes les deux, avec Cécile Olivier, vous vous posez une question. Peut-on vraiment soumettre quelqu'un et outrepasser son consentement par l'hypnose, vu que c'est ce qui revient dans beaucoup de témoignages? Donc beaucoup parlent de séances d'hypnose. Alors certaines, une grande majorité nous disent que ça ne marchait pas. D'autres nous parlent d'états un peu comateux, un peu fébriles, un peu brouillard. Et puis d'autres parlent carrément de trous noirs. Ce qu'on a fait dans ce livre, c'est qu'on a tout simplement appelé des experts en hypnose, et on leur a soumis les récits des témoins. Et tous étaient d'accord pour dire que ces techniques qu'on leur décrivait n'étaient pas en mesure de tordre le consentement de quelqu'un. En fait, ils nous disent même que l'hypnose, en fait, on ne peut pas tordre le consentement de quelqu'un. Alors évidemment, dans les spectacles qu'on va voir dans les salles parisiennes, en fait, c'est souvent des complices. Il y a aussi un effet collectif, on veut faire plaisir au public et montrer qu'on a été hypnotisé, mais ils racontent qu'en fait, avec les mots que Gérard Miller aurait utilisés, c'était pas possible de tordre le consentement. On a exploré du coup d'autres pistes pour comprendre éventuellement les états dans lesquels elles étaient. On a interviewé par exemple Muriel Salmona, qui est une psychiatre spécialiste du psychotrauma, qui nous a donc décrit les phénomènes de sidération, de dissociation, d'amnésie traumatique qui sont extrêmement puissants dans les cas de violences sexuelles. Donc en fait c'est le cerveau qui se met en off, qui déconnecte et qui crée des états dans lesquels on ne peut pas réagir. En fait, même parfois on peut obéir, c'est ce qu'elle dit. Et enfin, on a aussi exploré une autre piste qui est bien évidemment les stéréotypes de genre et la façon dont les jeunes femmes et les jeunes filles sont élevées dans notre société. Et c'est-à-dire qu'on apprend aux filles à se soumettre dès leur plus jeune âge au papa, au patron et pourquoi pas à leur agresseur. On a quand même étudié ces biais sexistes qui font que les femmes se soumettent aussi parfois bien malgré elle finalement. Cécile Olivier. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est qu'on se rend compte que c'est un homme extrêmement puissant, qui en a beaucoup d'attributs. Donc il est prof à la fac, il a un nom, il est chroniqueur télé, il est très connu, il a de l'argent, etc. Et que face à lui, c'est très souvent des jeunes filles de milieux modestes, de province, et qui sont donc impressionnées en fait. Quand vous arrivez de la Meuse, votre père est chauffeur routier, vous arrivez comme ça dans un hôtel particulier, vous êtes face à quelqu'un que vous voyez tous les jours à la télévision qui est très connu, vous ne pouvez pas imaginer qu'il va vous agresser et vous avez du mal à dire non en fait, à vous opposer à un adulte qui en plus a un tel statut. Vos révélations sur les accusations de viol et d'agression sexuelle commises par Gérard Miller sont publiées donc entre janvier et février 2024 dans 3 articles du magazine Elle. Le site d'investigation Mediapart a lui aussi publié une enquête en février 2024 dans lequel 10 femmes témoignent contre le psychanalyste. Alice Augustin, beaucoup de femmes vous ont contacté d'une part parce que vos papiers ont réveillé des souvenirs et parce qu'elles étaient chamboulées de voir à cette même période Gérard Miller prendre la parole dans les médias régulièrement pour commenter l'affaire Gérard Depardieu notamment et tous les cas de violences sexuelles et MeToo en général. Oui, parce que ce qui est assez intéressant avec la personne de Gérard Miller, c'est que cet homme, depuis toujours, a un engagement à gauche et un engagement féministe. Sur les plateaux, il a très souvent pris la parole en faveur de ce mouvement féministe, pour encourager la parole des femmes, pour soutenir le mouvement MeToo, etc. On a compris finalement que on avait contribué à perpétuer ce qu'on peut appeler le système culturel qui valait quoi? Qui voulait notamment que le désir masculin prédomine sur le désir féminin. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il y a un avant et un après MeToo. Donc c'est vrai que ce visage qu'il offre, et puis derrière la réalité de ce que ces femmes disent avoir vécu, c'est totalement paradoxal. Donc c'est vrai que ça a créé aussi beaucoup de colère, beaucoup de réactions, et elles nous ont toutes dit effectivement qu'elles avaient été très 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 choquées. Ça peut étonner cette dichotomie entre son discours et les agissements que les femmes dénoncent. Après, tout au long de notre enquête, on a aussi interviewé des gens qui l'ont rencontré de près, des féministes notamment, Sandrine Rousseau, une autre femme qui a lancé l'Observatoire des violences sexuelles en politique, donc des féministes convaincus, aguerris, qui l'ont fréquenté, parfois de près, pendant longtemps, et qui elles-mêmes
ont été trompées par son discours. Elle-même, je veux dire Sandrine Rousseau, qui nous a reçus longuement dans son bureau de l'Assemblée, était très émue parce qu'en plus elle était très amie avec sa fille, la fille de Gérard Miller, qui est une militante aussi féministe, engagée, et elle dit vraiment qu'elle a été trahie, elle était en colère et elle ne pouvait pas s'imaginer une seconde les agissements qu'on lui reproche. Vous avez à plusieurs reprises tenté de recueillir la version de Gérard Miller, soit auprès de lui, soit auprès de son avocate. En ce qui vous concerne, il a répondu à seulement 2 reprises et vous reproduisez d'ailleurs ces 2 réponses dans votre livre en intégralité. Pour le reste, il s'est défendu sur ses réseaux sociaux et auprès de Mediapart. Vous y consacrez tout un chapitre à sa stratégie de défense. En quelques mots, qu'est-ce qu'il dit pour se défendre ? Alors il nie toute agression, il dit qu'il n'a jamais rien commis de répréhensible, ça il nie avec force. En revanche, il admet une asymétrie de pouvoir. Et on a trouvé intéressant d'y consacrer un chapitre parce que cette ligne de défense, elle lui ressemble en fait. Elle est très subtile, très argumentée. Par exemple, il ne traite plus les plaignantes de menteuses. Ça, c'était quelque chose qui pouvait arriver à l'époque de DSK, les toutes premières affaires qui sont sorties. Maintenant, ils disent « je reconnais le ressenti de la victime, mais en revanche, ça n'est pas arrivé. » Sous-entendu, c'est elle qui le ressent comme ça, mais ça n'est pas la réalité. Donc ça montre quelque part comment ce mouvement MeToo a infusé dans la société, y compris dans la façon dont ces hommes se défendent. Il dit ça et pourtant, vous avez recueilli le témoignage d'une femme qui dénonce des faits qui datent de 2020, soit 3 ans après le début du mouvement MeToo. Dernière chose, Cécile Olivier, après la parution de vos enquêtes dans Elle, une femme vous contacte, elle affirme qu'elle avait déposé plainte pour viol contre Gérard Miller en 2003, mais que la plainte n'a pas donné de suite. Oui, alors c'est une jeune femme qu'on a appelée Vanessa et qui raconte avoir été agressée sexuellement par Gérard Miller donc en 2003 et que à la suite de ça, elle a dit mais je vais pas en rester là, je vais déposer plainte. Et donc elle va dans une gendarmerie des Yvelines, là où elle habite, et elle se présente et en fait elle sait même pas nommer ce qu'elle a subi. Elle dit j'ai subi quelque chose mais je ne sais pas exactement quoi, et c'est la femme gendarme qui recueille sa plainte qui lui dit « Mademoiselle, c'est une agression sexuelle ». Et puis, les mois passent, pendant 1 an, elle a aucune nouvelle, et un jour, c'est un policier qui l'appelle, parce que sans doute que ça a dû être transmis à un commissariat, et qui lui dit « Écoutez, votre plainte, elle va être classée sans suite, mais... on a reçu ce monsieur, et vous inquiétez pas, on lui a fait la leçon, on lui a tiré les oreilles, il recommencera pas. » Et Vanessa se dit à l'époque, ah bah ok, d'accord, quand même, ils vont pas très loin, c'est-à-dire qu'il y a même pas eu de confrontation, elle a même pas été réentendue. Ça montre aussi que, eh bien, cette affaire a été rendue possible aussi par une époque et un contexte, c'est-à-dire une époque où finalement une agression sexuelle par une jeune fille qui se présentait comme ça volontairement chez un homme, eh ben on n'y accordait pas énormément d'importance et c'était classé très vite. Le vendredi 23 février 2024, dans la foulée de vos révélations dans Elle, le parquet de Paris indique l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sexuelle. Nous sommes à présent plus d'1 an plus tard, Gérard Miller n'a pas encore été entendu par la police, ni placé en garde à vue. Il réfute toutes ces accusations et il est présumé innocent. Cécile Olivier, ce livre, publié le 10 avril 2025, Anatomie d'une prédation, signe la fin de l'enquête journalistique sur cette affaire en ce qui vous concerne? Tout dépend si on continue à recevoir encore des témoignages, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. Nous, on s'est demandé surtout, avec autant de femmes le mettant en cause, comment il avait pu rester sous les radars comme ça pendant 2-3 décennies. Et je pense qu'on a répondu à cette question, notamment sur le fait qu'il y avait eu quand même des alertes. Il y a eu des alertes. Et finalement, on se dit que tous ces gens qui disaient avoir rien vu étaient sincères quand ils nous disent qu'ils ont rien vu. Mais parfois, on ne voit pas ce qui est sous nos yeux. Et on s'est demandé pourquoi ils n'avaient pas vu ce qui était sous leurs yeux. Et parfois, on voit pas ces choses-là parce qu'on est dans un milieu, la télévision, où il y a des stars, ou parce que parfois on est dans une époque où, eh bien, on ne sait pas encore bien détecter ces choses-là.